Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne humaine. Je suis Adrien Fabre, économiste du climat au CNRS et au CIRED et président de l'association Global Redistribution Advocates. Je mène une série d'interviews, notamment auprès d'universitaires et d'élus, pour comprendre leur travail et obtenir leurs réactions sur les mesures de redistribution mondiale défendues par mon association. Bonjour Étienne Klein et merci d'avoir accepté cet entretien pour le podcast de la chaîne humaine. Nous sommes à l'école de physique des Ouches pour une conférence d'une semaine sur une approche scientifique des enjeux sociétaux. Cette conférence mêle responsables politiques, hauts fonctionnaires, journalistes et scientifiques. Vous faites partie de la catégorie des scientifiques. Pouvez-vous présenter votre parcours succinctement ? Moi j'ai une carrière de chercheur en physique, au commissariat à l'énergie atomique, avec 3 années passées en détachement au CERN à Genève pour travailler à la conception du grand collisionneur de hadrons qui s'appelle le LHC. Et puis en 2007, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose, que d'ailleurs je n'étais pas tout à fait capable de définir, dans l'articulation entre les sciences, la pensée philosophique. À l'époque, je ne pensais pas encore aux politiques, mais je pensais qu'il y avait des chaînons manquants. Et j'ai créé un laboratoire qui s'appelle le LARCIM, dans lequel collaborent des physiciens et des philosophes, plutôt des philosophes des sciences, sur des questions d'épistémologie ou bien sur des questions de fondement de la physique. Et si je suis ravi de participer à cette conférence, que j'ai en partie organisée avec d'autres, même si mon rôle a été mineur, c'est de voir que, en effet, l'articulation entre le politique et le scientifique me semble devoir être repensée, peut-être même pensée tout court. Par exemple, à la lumière de ce qui s'est passé autour des questions climatiques, finalement les climatologues disent des choses à peu près semblables depuis beaucoup de temps, et il semble qu'il ait fallu beaucoup attendre avant de prendre au sérieux les enseignements qu'ils pouvaient nous donner. Et puis à titre personnel, comme j'ai mené une carrière de vulgarisateur en même temps qu'une carrière de chercheur, je me suis rendu compte durant les mois de pandémie qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que avant, mon activité de vulgarisateur, elle était, pour le dire en une phrase, elle était républicaine. C'est-à-dire que je pensais que la connaissance scientifique était une affaire publique. Elle doit pouvoir circuler librement, sans obstacle politique, philosophique ou religieux, au sein de la République, qui est un milieu qui doit normalement permettre sa diffusion. Et ceux qui n'ont pas été mis en contact avec la science dans leurs études, par exemple, doivent pouvoir la rencontrer par toutes sortes d'initiatives, quitte à s'en désintéresser, c'est pas du tout une obligation, mais c'est une sorte de devoir républicain d'organiser la circulation dans tous les niveaux de la société des connaissances scientifiques. Et je me suis rendu compte il y a peu de temps qu'en fait, la vulgarisation, c'est beaucoup plus un projet politique que simplement républicain au sens strict du terme, puisque le Covid l'a montré. Il y a toutes sortes de gens qui n'ont jamais été mis en contact avec un argument ou une argumentation scientifique et qui se sont abreuvés pendant le Covid à toutes sortes de sources qui les ont éloignés d'un discours strictement scientifique, d'autant plus que les scientifiques eux-mêmes, parfois, se sont laissés embarquer dans des trajectoires, disons, personnelles. Et donc, la question de savoir ce qu'on dit de la science en temps normal, et plus encore en temps de crise, me semble être une question qu'il faut débattre, pas du tout simplement en restant entre soi, les scientifiques, mais avec des gens d'administration, avec des gens des médias, avec des gens qui font de la politique à différents niveaux, avec les élus, avec les députés, comme ici. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est assez inédit, ce genre de rencontre. Il se passe des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Can you still find enough reason to remain? Aujourd'hui, nous assistons à une journée d'échange sur les contraintes liées à l'énergie et au climat. Pouvez-vous nous résumer les réflexions de cette journée, nous dire ce que vous en retenez ? Moi, il y a plusieurs interventions qui m'ont marqué, mais en fait, ce qui m'interpelle, c'est la contradiction qui apparaît entre le problème tel qu'on le pose à l'échelle globale et celui tel qu'il se pose aux échelles locales. Et ça a été très bien dit ce matin par François Gémen, c'est que, par exemple, si on se concentre sur le débat français, en France, on dit il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, voilà, mais on oublie ce qui se passe ailleurs et on oublie que nos effets, même très vertueux, ne régleront pas à eux seuls le problème. Et la question qu'a posée François Gémen, c'est que dit-on aux leaders des pays africains qui ont des ressources naturelles, par exemple du pétrole, à qui nous, les Occidentaux européens notamment, disons ne consommez pas ce pétrole, ne l'exportez pas, parce qu'il contribuerait à une augmentation des émissions. Utilisez plutôt des énergies renouvelables. Et ça, c'est un discours qu'on entend presque partout en France.
en oubliant de voir que pour les pays africains concernés, cette injonction d'utiliser des énergies que nous-mêmes n'avons pas utilisées en priorité leur paraît être un discours presque colonialiste. Et donc on voit qu'il y a des dimensions du problème qu'on ne peut saisir, dont on ne peut prendre conscience, que si on donne la parole à toutes sortes d'acteurs qui agissent en des lieux différents, les scientifiques à leur niveau, les politiques à leur niveau, avec des contraintes différentes. Et c'est seulement en écoutant l'expression de toutes ces contraintes qu'on peut éventuellement trouver un chemin qui donne des pistes d'action qui soient pertinentes à grande échelle. Alors notre entretien s'articule en 3 temps. On a déjà couvert le premier temps qui est la restitution de la conférence. Maintenant on va passer à la synthèse de votre recherche et vulgarisation. Dans un 3e temps, je vais vous poser des questions sur un plan mondial pour le climat. Donc concernant votre travail, dans le livre collectif « Comment bien vivre la fin de ce monde » 2021, vous avez livré votre vision de l'avenir. Pouvez-vous nous la raconter ? Je ne peux pas parler d'une vision de l'avenir. C'est plutôt des sortes d'opinions que je fais se succéder à partir de mon expérience personnelle. Ce n'est pas le résultat d'une grande enquête. Moi, j'ai été frappé d'une chose qu'on peut mesurer d'ailleurs avec des algorithmes qui comptent l'occurrence des mots dans les discours publics. C'est une étude que j'ai faite avec Gérald Bronner à l'Académie des technologies. On a regardé comment a varié au cours du temps l'usage du mot progrès. Et le mot progrès est un mot qui a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, qui a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale et qui a commencé de décliner au début des années 1980, date où réapparaît dans le discours public un mot très ancien qui avait été abandonné, qui est le mot innovation. Et puis on a pu mesurer donc la chute du mot progrès, la montée du mot innovation, le croisement des 2 courbes en 2003 et l'abandon définitif du mot progrès au cours du quinquennat 2007-2012. Et on pourrait se dire, mais c'est quand même bizarre qu'un mot comme le mot progrès, qui était quand même un mot structurant de la modernité, ait pu être liquidé si rapidement. Alors on pourrait se dire dans un premier temps, mais finalement on a remplacé un mot très ancien par un mot plus moderne, le mot innovation, qui dit la même chose d'une façon plus excitante. Et quand on regarde attentivement l'histoire des rhétoriques dans lesquelles autrefois on insérait le mot innovation, l'histoire des rhétoriques dans lesquelles autrefois on insérait le mot progrès, et les rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on insère le mot innovation, on se rend compte que quoi qu'on pense de l'innovation, nos discours de l'innovation ne rendent pas justice à l'idée de progrès. Alors ça s'explique assez simplement de la façon suivante. L'idée de progrès, c'était en fait faire l'effort intellectuel de configurer le futur à l'avance d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible parce que le progrès, c'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser à un autre monde. Il faut aussi dire comment on peut atteindre ce monde. Et c'est la science qui, pendant longtemps, a été considérée comme le vecteur, le moteur de cette idée de progrès. Et il faut que ce soit attractif, parce que le progrès n'est pas automatique. Il ne suffit pas d'y croire pour qu'il se réalise. Il faut travailler à le faire advenir. Pour le dire comme Kant, le progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle. Elle console des malheurs du présent, mais elle console aussi par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Il faut travailler, il faut même, pour le dire en une phrase, il faut sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif, ce qui suppose une philosophie de l'histoire. Et donc l'idée de progrès s'appuie sur une conception du temps qui passe, qui est un temps constructeur. Il est complice de notre liberté et de notre volonté. C'est l'idée que si on s'y prend bien, plus de temps aura passé dans le futur, mieux ce sera. Alors que l'idée d'innovation, quand on rétablit son histoire, qui est très longue, que j'ai tenté de résumer en travaillant avec un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps, philosophe au CEA, on s'est rendu compte que le mot innovatio, un mot du bas latin, apparaît au XIIe siècle dans le vocabulaire juridique. Une innovatio, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant à un contrat. Donc c'est ce qu'il faut changer pour que le contrat demeure valide. Autrement dit, d'emblée, le mot innovation est lié à l'idée de conservation. C'est ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas. Je ne vous fais pas l'histoire complète, mais le mot va prendre un sens associé à la technologie au XVIIe siècle, dans un livre de Francis Bacon qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux, qui a été publié, si ma mémoire est bonne, en 1635, donc bien avant le siècle des Lumières, livre dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation. Et Francis Bacon dit, finalement, le temps qui passe, il est corrupteur. Il dégrade les situations,
il aggrave les défis auxquels nous sommes confrontés. Et la seule façon d'empêcher que le mal l'emporte, c'est l'innovation technique, qui ne doit pas être trop rapide, sinon elle est rejetée par les populations. Elle ne doit pas être trop lente, sinon les effets négatifs produits par le temps qui passe deviennent irréversibles. Et il conclut en disant il faut innover au rythme du temps pour maintenir le monde. C'est notre discours d'aujourd'hui. Donc l'innovation, elle s'appuie sur l'idée que le temps qui passe aggrave les situations. Et il faut innover à tout crin, c'est une sorte d'obligation pour empêcher que le monde se détruise. Et ça, c'est quand même pas très excitant, puisque c'est l'état critique du présent qui sert de justification à l'innovation, et non pas une certaine idée du futur qu'on aurait à l'avance. Et donc, moi, je plaide plutôt pour que l'idée de progrès, au lieu qu'on l'abandonne, soit soumise à elle-même. C'est-à-dire qu'on la retravaille pour la faire progresser. On sait bien que dans la philosophie des Lumières, Condorcet, Diderot et quelques autres, quand on relit leurs textes, qui sont passionnants, qui sont géniaux, il y a quand même beaucoup de naïveté. L'idée, par exemple, qu'il y a un embrayage automatique entre progrès scientifique, progrès technique, progrès matériel, progrès moral, puis progrès politique, a été démentie par l'histoire. L'idée qu'il suffirait pour qu'une société soumise au joug d'un tyran, il suffirait d'y former quelques mathématiciens pour que rapidement, après, le peuple se libère de son joug, qui est l'idée que défend D'Alembert dans l'encyclopédie, est une idée qui est démentie par l'exemple de la Corée du Nord où il y a d'excellents géomètres. Donc voilà, il y a des naïvetés et je pense que au lieu d'avoir une conception un peu morbide du temps qui passe, on devrait plutôt configurer le futur d'une façon qui ne sera pas attractive. On sait bien et on entend bien ici qu'il y a d'énormes défis. On a parlé beaucoup ici du changement climatique, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a la biodiversité qui se réduit, il y a les ressources qui se tarissent, etc. Donc il y a des défis énormes. Mais j'observe autour de moi, et sans doute vous aussi, chez certains jeunes étudiants, une position de repli. Alors ça me semble pas à la hauteur de la situation. On est dans une période historique d'un certain point de vue, et pour laquelle, au cours de laquelle, il faut s'engager. Il faut agir dans le réel. Et c'est ça qui rend la période passionnante, même si la suite de l'histoire s'annonce en certains points très difficile. Alors, moi, la connotation qui me vient à l'esprit quand j'entends innovation, c'est technologie, c'est pas forcément positif, alors que, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer la puissance du génie créatif humain, mais qui pourra potentiellement être destructrice, alors que quand j'entends progrès des conditions de vie et progrès aussi spirituel d'une certaine façon. Donc pas forcément avec des innovations technologiques, mais quelque chose de positif. Est-ce que... Je ne suis pas sûr que ce soit moi, le document que je prends comme référence, c'est le document européen qui a été publié en 2010. Avant, il y avait le fameux traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Europe une société de la connaissance. Et puis on s'est dit, la connaissance, c'est bien joli, mais il y a aussi la question de la compétitivité. Il y a la question de notre environnement, etc. Et donc, il faut plutôt parler d'innovation. Et en 2010, on écrit ce texte qui promeut l'idée que l'Europe, enfin l'Union européenne, doit devenir l'union de l'innovation. Et c'est un document de 50 pages qui contient le mot innovation, si notre compte est bon, 307 fois, sans qu'il soit nulle part défini. Il est défini dans des textes annexes qui sont les manuels d'Oslo. Bon. Et l'innovation, c'est un mot totem qui n'est pas vraiment bien défini. Et la première page de ce texte de 50 pages, c'est vraiment du Francis Bacon. C'est l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Mais elle a compris. Alors, il y a la liste des défis. Changement climatique, raréfaction des ressources, vieillissement de la population, baisse de compétitivité des entreprises, etc. etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever c'est que par l'innovation. Francis Bacon. Voilà. C'est un plagiat de Francis Bacon. Mais on ne dit pas si l'innovation doit être seulement technologique. On ne dit pas si l'innovation suppose une invention. Ça peut être une innovation dans les rapports qu'une entreprise fait avec ses clients, par exemple. Donc c'est un mot qui était flou. Il y a une définition de l'innovation par Schumpeter qui est reprise dans le deuxième manuel d'Oslo, qui ne rive pas à l'idée d'innovation, à l'idée d'invention technologique. Ça peut se déployer de 1000 façons différentes. Et donc il y a une sorte d'usage assez libertaire qu'on peut faire du mot innovation. Vous parlez de progrès en lui mettant des adjectifs. Progrès ceci, progrès social, progrès spirituel. Ça. Le fait qu'on décline le progrès de 1000 façons en le connotant d'adjectifs divers, c'est aussi un renoncement à l'idée de progrès en général. On ne parle plus d'un progrès général, on parle de progrès sectoriel. Et on espère ensuite que des embrayages
plus ou moins automatiques, vont connecter les différentes formes de progrès les unes aux autres. Mais ça n'est pas garanti. Moi, je pense que pour commencer la réflexion, on peut faire une espèce de pensée qui consiste à imaginer qu'on met dans une capsule temporelle les pères fondateurs de l'idée de progrès, au sens moderne du terme. Diderot, Condorcet, d'Alembert, quelques autres, Spencer, enfin, on ne va pas mettre que des Français. Et on les fait atterrir en 2023. Évidemment, on ne va pas tout leur montrer d'un coup, ils vont être perdus. Mais on leur fait une sorte de visite organisée, étape par étape, et on essaie d'imaginer leur réaction. Et vous voyez bien qu'il est facile d'imaginer des situations où ils vont découvrir qu'on est allé beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Par exemple, vous les amenez dans une classe de terminale, suivre un cours de mathématiques. D'Alembert va apprendre là des mathématiques que lui-même ne connaissait pas. Calcul matriciel, équation dérivée partielle. Enfin, je sais pas si... les emmener en prépa. Ouais, en disant en prépa. Mais ils vont quand même découvrir que l'enseignement est obligatoire, ce qu'ils n'avaient pas imaginé. Ils vont découvrir que les jeunes gens d'aujourd'hui connaissent des mathématiques qu'ils ne connaissaient pas. Bon, la réciproque est vraie d'ailleurs. Descartes connaissait des théorèmes de géométrie qu'on n'enseigne plus. Mais bon, quand même, ils vont dire, tiens, ça c'est quand même super. Ils vont voir que les filles vont à l'école comme les garçons. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment ça en tête. Etc. Vous pouvez imaginer toutes les étapes. Vous leur expliquez qu'on est allé sur la Lune, on est ébahi. Vous leur expliquez qu'on a découvert au 19e siècle une nouvelle interaction qui s'appelle l'électromagnétisme, que quelques décennies plus tard, on a pu mettre sur pied des appareils parallépipédiques qu'on appelle des téléviseurs qui permettent d'avoir le son et l'image dans tous les foyers. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous avez diffusé en direct les cours du Collège de France? Et là, vous attachez ces philosophes des Lumières à un canapé un samedi soir devant une chaîne privée et on se demandait ce qu'on a fait là. Alors qu'est-ce que vous penseriez d'avoir, je sais pas, disons tous les mercredis soirs entre 21h et 22h, sur toutes les radios et les télés, un même programme choisi par les scientifiques? Ben, j'en penserais le plus grand bien. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile d'accuser les médias. Au sens où ils seraient responsables d'une espèce de baisse de la culture scientifique, de divertissement généralisé qui empêche de voir les problèmes à leur véritable échelle, qui nous masque, qui nous divertit en quelque sorte par des faits divers, etc. Je pense que les médias, tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, et j'inclus dans les médias les réseaux sociaux, nous renseignent sur notre cerveau. Car nous en apprenons sur nous-mêmes. Nous apprenons quels sont les biais cognitifs qui déterminent la façon dont nous portons notre attention à ceci plutôt qu'à cela. Ce n'est pas la faute des médias si nous préférons voir une controverse, éventuellement factice, prématurée ou artificielle, plutôt que de suivre un cours. Pendant le Covid, on l'a très bien vu. Moi, quand le Covid a démarré et que j'ai vu que les gens étaient, pendant le confinement évidemment, inquiets, voulant s'informer, je me suis dit, tiens, on a une occasion historique de faire de la diffusion des connaissances scientifiques et des méthodes scientifiques. Il n'y en a pas qu'une. Un médecin ne travaille pas comme un physicien théoricien, qui ne travaille pas comme un sociologue. Donc on allait pouvoir expliquer les différentes méthodologies. Qu'est-ce que c'est, s'agissant des traitements, qu'un essai en double aveugle, un essai randomisé? Pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité? Qu'est-ce qu'une exponentielle? Quand on parle d'un test ou d'un vaccin, que veut-on dire quand on dit qu'il est efficace à 95%? Que veut dire 95%? On n'a jamais expliqué. Et au lieu de faire de la pédagogie en temps réel, en disant ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on sait ne pas savoir, on a organisé des joutes entre médecins ou experts qui parlaient en leur nom propre. Et nous regardions ça. Et si les médias nous ont diffusé de tels spectacles, c'est parce qu'ils savaient que nous allons regarder ça plutôt qu'autre chose. En fait, ce n'est pas très obligatoire. Ce serait long à développer, mais il y a des enquêtes qui ont été faites, qui ont montré que le seul pays d'Europe dans lequel la confiance dans la science a décru, alors qu'elle était stable, elle est restée stable partout ailleurs, c'est la France. Donc moi, je pense que, et j'aimerais bien qu'on en parle ici, il faut qu'on s'interroge sur la façon dont, en France, nous avons mis en scène la science et la recherche pendant le Covid, qui explique ce décrochage singulier que nous avons connu ici et qui n'existe pas ailleurs. Peut-être que Didier Raoult n'a pas aidé. Non, mais bien sûr, et on peut penser à Raoult. Moi, je suis persuadé, mais je ne peux pas le démontrer, que dans des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, que j'ai un peu fréquenté pendant la pandémie, il n'aurait pas tenu une semaine. Il y avait aussi des grands chantres sceptiques sur les vaccins et tout ça dans d'autres pays. Mais... Alors, dans le livre « Sauvons le progrès », paru en 2017, qu'est-ce que vous proposez pour sauver le progrès? Moi, je pense que sauver le progrès tel qu'il a été défini, au siècle des Lumières, il n'est pas sauvable, il n'est pas durable. Je vous rappelle quand même que l'idée de progrès au sens des Lumières a été l'un des arguments, peut-être le seul, le principal en tout cas, utilisé pour la colonisation.
Si vous lisez les interventions de Jules Ferry à l'Assemblée, promoteur de l'école obligatoire, c'est qu'il faut répandre la connaissance, les lumières. Et si elles ne peuvent pas naître spontanément ici ou là à la surface du globe, on va les apporter. Donc il y a une idée du progrès que les Lumières avaient envisagé qui n'est pas tenable. D'autre part, quand vous lisez Condorcet ou Diderot, il parle du genre humain. Donc le progrès doit bénéficier au genre humain et il va donc se diffuser temporellement. Toute génération qui viendra après vivra dans de meilleures conditions que les générations précédentes. Il va se diffuser spatialement. Et on voit que ça n'a pas bien marché. D'accord ? Et que même si on a sorti, ça a été rappelé ce matin, des centaines de millions de personnes de la grande pauvreté, les inégalités augmentent. Et il y a même des endroits où les conditions de vie ont tellement changé, pour certains, que le rapport à la mort, le rapport à autrui, tellement bouleversé par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, qu'on peut se demander si ces gens ne sont pas sortis de la condition humaine. C'est la question que posait Hannah Arendt. Est-ce qu'à force de changer les conditions de vie humaines, la façon de se nourrir, de travailler, de voyager, de consommer, à force de les modifier, est-ce qu'on ne va pas changer la condition humaine elle-même, et ça, c'est vraiment des questions qu'on doit reprendre aujourd'hui. Nous tous qui sommes présents, nous vivons dans des conditions de vie parfaitement inédites au regard de ce qu'ont été les siècles et même les décennies passées. Et la question est-ce que c'est un état qui est naturel, entre guillemets, qui peut devenir naturel, durable et qui peut être extrapolé à l'ensemble de l'humanité. Est-ce que 7 ou 8 milliards, nous sommes 8 milliards, est-ce que 8 milliards d'individus pourraient consommer de l'énergie comme nous la consommons ? La réponse c'est non, et même si c'était possible, l'atmosphère terrestre, son climat, ne le supporterait pas. Et la question est, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi je vois que d'un point de vue politique, les messages à faire passer sont très délicats. Parce que si vous expliquez les choses telles que les données scientifiques permettent de les comprendre, vous avez l'impression qu'à court terme, on est dans une impasse. Ce qui donne un sentiment d'impuissance qui peut nous conduire, si on est jeune surtout, soit au retrait, au repli, je me désengage, soit à l'éco-anxiété dont on a aussi parlé, soit à une espèce de désespérance qui n'est pas très féconde du point de vue des actions qu'elle permet d'enclencher. Et donc il faut à la fois présenter la situation telle qu'elle est et donner l'envie d'agir, avec le sentiment que l'action sera efficace, au moins localement, et qu'elle pourra être récompensée par la production plus tard d'une situation qui est meilleure que la situation qui arriverait si on ne faisait pas ces efforts. Et c'est là que le message des politiques me paraît à la fois essentiel et impossible. Ça a été rappelé hier par Valérie Masson-Delmotte. Le climat des 20 prochaines années, il est joué par ce qui s'est passé dans le passé. Nos actions, notamment si on en reste à l'échelle française, même si elles sont extrêmement vertueuses, n'auront pas d'effet tangible dans les 20 prochaines années. Et après, ne permettrait de dire que la situation que nous connaîtrons sera moins grave que si on n'avait pas accompli ces efforts. Mais comment motiver les populations à accomplir des efforts qui seront sans doute perçus comme des sacrifices, dont beaucoup vont s'exprimer sous la forme d'interdiction, il sera interdit de faire ceci ou de cela. Comment faire accepter des efforts dont on ne verra pas de son vivant les bénéfices concrets. Et ça, je pense que ça pose la question de notre responsabilité d'une façon inédite. Je ne sais pas si au cours de l'histoire, on a pu poser des questions de ce type, des questions qu'on pose en ces termes, d'une façon qui concerne l'ensemble de l'humanité. Est-ce que techniquement, on a les solutions aux grands défis de l'humanité ? Est-ce que c'est uniquement une question d'acceptation et de sacrifice ? Je ne sais pas, ça dépend quel niveau de vie vous choisissez qui puisse être étendu durablement à l'humanité tout entière. Alors quel est ce niveau de vie qu'on peut étendre durablement ? Alors, on va faire un petit calcul. Chaque soir, vous allez calculer l'énergie totale que vous avez consommée. Pour vous nourrir, pour travailler, pour vous éclairer, pour vous chauffer éventuellement, pour vous déplacer. Et ça a été rappelé hier lors d'un petit exercice. Le corps humain, c'est 100 watts. Donc ça veut dire que si on fait un calcul précis, chaque jour, nous consommons 2,4 kWh d'énergie. Kilowatt, c'est de la puissance, heure, c'est une durée. Juste pour nous réguler thermiquement. Ouais, c'est-à-dire que si on ne fait pas trop de sport, c'est 2,4 kWh par jour qui nous sont fournis par la nourriture. Donc un repas, c'est 1 kWh. C'est en gros l'énergie qu'il faut dépenser pour escalader le Mont Blanc depuis les Ouches. Et
le demi-kilowattheure nécessaire en plus, il nous est donné par le petit déjeuner. Okay, bon, eh bien, vous allez à la fin de la journée calculer en kilowattheure l'énergie totale que vous avez utilisée et vous allez diviser ce nombre par 2,4. Ça va vous donner le nombre d'esclaves énergétiques qui ne sont pas des vrais esclaves, c'est des machines pour l'essentiel qui ont travaillé pour vous. Donc votre grille-pain, votre micro-ondes, votre... Oula, il y a le vent qui travaille pour nous aussi. On doit peut-être rentrer, non? Peut-être qu'on peut rentrer. Ouais. Voilà. Votre grille-pain, votre four, votre voiture, votre consommation électrique, etc. Et ça va vous donner une estimation du nombre de personnes fictives qui ont travaillé pour vous. Alors, dans certains pays, je vais donner des chiffres qui datent d'il y a quelques années, j'imagine qu'ils ont changé depuis, mais ça donne les ordres de grandeur. Au Bangladesh, en moyenne, c'est 20 esclaves énergétiques par personne. En France, c'est autour de 250. Aux États-Unis, c'est 400, etc. Avec évidemment, à l'intérieur de chacun des pays, des disparités colossales. Et donc, moi, je pense qu'il y a une première question qui serait de définir le nombre d'esclaves énergétiques dont vous avez besoin pour vivre, entre guillemets, décemment. Sachant que on ne peut pas imposer ce nombre à tout le monde de la même façon. Selon que vous vivez dans des pays où il fait très froid ou on a très chaud, vous pouvez avoir besoin d'une aide technique qui n'est pas la même que des pays plus tempérés, où il est, disons, plus facile de vivre avec le climat qui s'y trouve. Ça, c'est un premier travail intellectuel à faire. Et ensuite, il y a la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement l'imposer sans que ça provoque des conflits généralisés. Et donc, pour moi, la question, je ne sais pas comment la résoudre, mais c'est pour ça qu'il est intéressant de la poser, c'est comment pouvons-nous décider collectivement de ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons. Alors ça fait une très bonne transition avec la troisième partie. Donc en fait, dans cette conférence, il y a un certain consensus parmi les participants qu'il faut revoir notre niveau de vie dans les pays à haut revenu, surtout pour les personnes à haut revenu, et rééquilibrer, donc se concentrer sur les usages nécessaires, les consommations nécessaires à notre bien-être, et éviter les consommations superflues, et également apporter les consommations nécessaires aux populations du monde entier. Alors, une idée pour permettre ça sur les émissions de CO2, qui sont un des problèmes de ressources les plus importantes, ça serait de fixer un plafond aux émissions de CO2 mondiales, un plafond annuel. Voilà. Ouais. Je vais y aller aussi. Voilà, donc je reprends, on a sauvé les parasols de la bourrasque. Donc, une idée, ça serait de plafonner les émissions de CO2 au niveau mondial. Mais c'est ce que font les différentes COP. Il y a un engagement à chaque fois pour limiter les élévations de température à un certain seuil. Il y a des promesses. Oui, c'est des engagements, évidemment, qui sont pris par des gens qui ne seront pas là quand il s'agirait de vérifier que les engagements sont tenus. Non, mais il n'y a pas de mesure qui est mise en place pour faire respecter ça. Non, c'est plutôt ce qui est mis en place par l'Union européenne, par exemple, qui a mis ça en place avec le marché du carbone, qui plafonne les émissions de l'industrie et du secteur électrique et qui va bientôt inclure la plupart des secteurs de l'économie, avec donc un plafond qui baisse chaque année en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris, de rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique, et dans l'esprit d'avoir un égal droit à polluer pour chaque humain. On distribuerait les recettes obtenues par la mise en vente de permis d'émission de CO2, donc conformément au quota. Ces recettes financeraient un revenu de base mondial, de l'ordre de $50 par mois. Donc ça permettrait de faire payer les pollueurs, qui sont avant tout les gens les plus riches, et de sortir de l'extrême pauvreté les gens les plus pauvres, les 700 millions de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Alors que pensez-vous de on appelle ça le plan mondial pour le climat? Alors moi je trouve que l'idée elle est séduisante. Quand elle est dite ainsi, on a l'impression qu'on a une solution. La question est de savoir comment on la met en place. Quelles sont les instances de contrôle qui vont permettre de garantir cette redistribution? Est-ce que tout le monde... Parce que ça suppose une forme d'accord généralisé, qui est une sorte de consensus mondial. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on observe un consensus mondial? Ça reste... D'autre part, on voit bien qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Hein. Et par exemple... Si on regarde les prévisions du GIEC sur ce que deviendra le climat en 2070, par exemple, évidemment, il y a différents scénarios, mais si on regarde comme critère les températures et l'humidité, on voit qu'il y a des zones aujourd'hui très habitées qui vont devenir inhabitables.
au sens où l'air deviendra proprement irrespirable. Le corps humain ne pourra pas évacuer la chaleur compte tenu de l'humidité de l'air qui empêchera l'évaporation de la transpiration. Donc que vont faire ces gens? C'est pas en leur donnant quelques dollars par jour qu'ils vont trouver le moyen de se placer en étant bien accueillis partout où ils se trouveront. Donc pour moi, il y a la question des conflits qui vont être engendrés par ces différences de niveau de vie, ces exodes qui seront liés aux variations du climat. Et moi, je vois plutôt le monde comme étant très, très inégalitaire, donc avec des rapports entre les différentes situations qui seront très, très tendues, quoi. L'idée qu'on pourrait tous collaborer de façon pacifique et harmonieuse avec l'idée d'une redistribution d'impôts prélevés sur les activités des plus riches me paraît séduisante, mais je demande à voir comment la mise en œuvre deviendrait possible et facilement acceptée par tout le monde. Je voulais faire une remarque à propos des COP. Les COP, elles proposent des espèces d'engagements à très long terme, évidemment tout à fait respectables, il ne faut pas les remettre en cause. Mais par exemple, si à titre personnel, vous vous engagez à perdre, 10 kilos avant 2030, quand est-ce que vous allez vous y mettre? Vous allez vous y mettre à la fin de l'année 2029 avec un régime drastique? C'est pour ça qu'on a besoin de quelque chose d'autre que les COP. Voilà, exactement. Et moi, je pense qu'il faut que chacun des États se donne des engagements dont la date corresponde aux échéances électorales locales, c'est-à-dire une mandature. Qu'est-ce qu'on s'engage à faire dans les 5 ans qui viennent, puis ensuite dans les 5 ans suivants, etc. Et c'est comme ça qu'on peut impulser une dynamique qui a des chances d'aboutir à la fin à une situation qui sera d'une certaine façon conforme à ce qu'on aurait espéré. Alors sur l'acceptabilité du plan mondial pour le climat, j'ai une bonne nouvelle. On a mené une enquête dans 20 pays et le plan est soutenu par une majorité de la population dans tous les pays, y compris dans des pays comme les États-Unis où les répondants ont bien conscience qu'ils y perdraient parce qu'on leur explique. Et 20 pays, c'est pas beaucoup. En fait, c'est 20 pays qui couvrent les 3/4 des émissions de CO2 mondiales. Ouais. Donc, y compris les gens qui habitent dans des pays où on émet très peu. Alors dans les pays, on a l'Inde dans les pays couverts, on a l'Indonésie, on n'a pas de pays d'Afrique subsaharienne, mais ces pays d'Afrique subsaharienne seraient les grands gagnants. Ils seront pour. Ils n'auront pas de raison d'être contre. Ils ne verront pas ça comme une colonisation. Mais je ne vois pas comment ils pourraient voir ça comme une colonisation. En fait, c'est d'une certaine façon ce qu'ils réclament depuis 30 ans dans les COP, à savoir des transferts depuis les pays riches. C'est ça qu'ils réclament pour pouvoir mener la transition à bien. Ça, c'est sur l'acceptabilité de la population. Je ne dis pas que les gouvernements pensent la même chose. Concernant la coopération nécessaire, ce qu'on propose, c'est que le plan entre en vigueur dès lors que les pays signataires couvrent 60% des émissions de CO2 mondiales. Donc, on s'imagine bien que la Russie ou l'Arabie Saoudite n'accepteront pas de signer le plan. Peut-être même que les États-Unis ne rentreraient pas dedans. Mais à la limite, s'il y a la Chine, l'Union européenne, l'Afrique, l'Inde et quelques États américains comme la Californie ou l'État de New York, c'est peut-être suffisant pour déclencher une dynamique. Qu'est-ce qui les oblige à honorer les engagements pour lesquels ils ont apposé une signature en bas d'un document? Alors, ce n'est pas les pays qui seront contraints, c'est les entreprises. Donc en fait, c'est comme sur le marché européen. C'est les entreprises qui signent? Non, c'est les États qui signent et c'est les entreprises qui sont régulées. Donc ça se passerait de la même façon que sur le marché européen du carbone. En fait, les entreprises qui extraient ou qui importent des hydrocarbures ou qui émettent des émissions de CO2 directement par leur processus chimique, elles devront acheter des permis d'émission pour couvrir ces émissions. Si elles ne le font pas, elles ont des pénalités qui sont dissuasives, qui peuvent mener jusqu'à la liquidation judiciaire si elles ne respectent pas leurs promesses. Donc ça demande des outils de contrôle. Il faut observer, vérifier chaque grosse usine ce qu'elle émet comme CO2, ce qui n'est pas très compliqué à faire parce que en fait on sait combien émet de CO2 une tonne de charbon ou une tonne de pétrole et on arrive à mesurer, toutes les entreprises tiennent leur compte, combien de pétrole ou de charbon elles brûlent. Alors peut-être que dans certains pays, l'administration aurait des problèmes pour mesurer, il y a des problèmes de fraude, etc. Mais quelle que soit la façon dont on veut lutter contre le changement climatique, il faudrait faire ces vérifications. Donc ça, c'est pas lié au plan mondial pour le climat lui-même. Bon, ça, c'est un signe encourageant. J'avoue ne pas avoir connu ce résultat. Il est encourageant.
Et si ça ne concerne pour l'instant que 20 pays, c'est parce que les enquêtes n'ont été faites que dans 20 pays, Oui, c'est ça. ou parce que c'est les seuls qui sont d'accord? Non, c'est parce que les enquêtes n'ont été faites que dans 20 pays. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'Arabie Saoudite ni la Russie dans les 20 pays, hein. Mais bon, on a quand même l'Australie, les États-Unis, des pays, la Pologne, des pays qui ne sont pas connus pour être pro-climat, quoi. Et en plus, la façon dont on a conçu le plan pour le climat, comme vous le voyez sur cette carte, donc là, c'est en bleu les pays qui y gagneraient, en rouge les pays qui y perdraient. Et vous voyez qu'il y a quelques pays qui sont en blanc, c'est-à-dire qu'ils ne seraient ni gagnants ni perdants. C'est le cas de la Chine, de l'Iran, de l'Afrique du Sud. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, si le plan, ça avait été simplement ce que je vous ai dit, ces pays-là auraient été légèrement perdants. Mais on peut trouver ça injuste que des populations de ces pays-là qui sont autour du revenu moyen mondial, ou pas beaucoup plus élevé, y perdent. En fait, elles y perdent parce que leur empreinte carbone est un peu plus élevée que la moyenne mondiale. Mais donc on a un ajustement, un aménagement dans le plan qu'on propose pour que des pays qui ne soient pas riches puissent, c'est une clause d'opt-out, puissent sortir de la mutualisation des recettes. Donc ils seraient soumis au plafond d'émissions mondiales, mais par contre ils auraient le droit de garder les recettes prélevées sur leur territoire. Je comprends. Ça veut dire que, en fait, ça c'est un plan qui vise à une sorte de rééquilibrage à l'échelle mondiale. Oui. Quid du rééquilibrage à l'intérieur même des pays, où les inégalités, évidemment, peuvent être énormes. Est-ce que ce plan aide à les réduire, ou est-ce qu'au contraire, va faire que chacun règle le problème à son échelle comme il le veut? Alors c'est une très bonne question. Je pose la question parce que dans l'expérience de pensée que j'évoquais tout à l'heure, on fait revenir les philosophes des Lumières en 2023, là. Ils vont être enthousiasmés par certains aspects et catastrophés par d'autres. Par exemple, s'ils voient que, alors qu'on va sur la Lune, il y a des gens qui dans la rue à Paris, ils ne vont pas comprendre. Il y aura une dissonance cognitive globale. Et donc, je pense que ça, c'est aussi une des raisons qui ont fait que le mot progrès a disparu. C'est qu'on n'arrive plus à fédérer sous le même mot une situation dans laquelle il y a autant de paradoxes. Et ça nous perturbe. Parler de progrès alors que des gens dorment dans la rue, ça ne va pas. D'accord ? C'est une très bonne question. Le plan lui-même ne traite pas ce problème parce qu'il traite des relations entre États, mais il doit être complémenté par des mesures de redistribution nationale. Parce qu'avec le plan que je viens de présenter, le Français médian perdrait 10 € par mois. L'Américain médian, 85 $ par mois. Ça se calcule. Ça se calcule, c'est le calcul qu'on a fait. Bon, il y a une incertitude, hein, ça dépend du prix du carbone. Là, les prix que j'ai donnés, c'est avec 150 € par tonne de CO2. Bon, ça, c'est pas acceptable que le Français médian y perde, mais on peut empêcher ça en taxant les revenus du 1% ou des 5% les plus riches et en versant des transferts au reste de la population à l'intérieur de chaque pays pour éviter que la personne typique y perde. Donc on fera reposer le coût financier sur le 1%, les 5% les plus riches. Alors, il y a un autre coût qui est le changement de mode de vie. Est-ce que c'est durable, ça ? Au sens où on taxe les plus riches, mais ils deviennent moins riches, on taxe encore, ils deviennent encore moins riches. Est-ce qu'à la fin, on a les moyens de garantir cette redistribution dont vous parlez ? Oui, il y a de la marge avant que... En fait, le fait que les... Enfin, ça peut être stationnaire parce qu'on taxe les revenus. Donc, si on taxe, par exemple, quelqu'un qui gagne 20 000 € par mois et qui, après impôt, gagne 15 000 € par mois, bon, bah, avec notre taxe supplémentaire, gagnerait plus que 10 000 € par mois. Bon, on peut faire ça chaque année. Donc, la personne va s'appauvrir d'un coup, et ça sera stable, et chaque année, elle financera davantage pour le reste de la société. Une sorte d'impôt mondial, alors, qui n'est pas collecté par les États, mais par une sorte de structure supranationale. Alors, le plan mondial pour le climat, c'est une sorte d'impôt mondial sur les émissions de CO2. À cela s'ajoute une redistribution nationale, bon, qui n'est pas dans le plan lui-même, mais pour contrecarrer les effets négatifs du plan sur la personne typique dans les pays à haut revenu. Et à côté de ça, donc mon association Global Redistribution Advocates préconise aussi un impôt mondial sur la fortune au-delà de 5 millions d'euros, et qui financerait pour moitié les pays à bas revenus. Et donc, avec le plan mondial pour le climat et l'impôt sur la fortune mondiale, on redistribuerait environ 1% du revenu mondial, 1% du PIB mondial, des pays à haut revenu vers les pays à bas revenus. Excusez ma naïveté, mais cet argent qu'on donne à ceux qui sont dans des pays à bas revenus, est-ce que c'est pour qu'ils se développent d'une certaine façon, qu'ils soient peu émettrices de gaz à effet de serre, ou est-ce que c'est une forme d'assistanat ou de compensation pour qu'ils restent à un niveau de développement faible qui garantit qu'il n'y aura pas trop d'émissions de gaz à effet de serre ?
Alors, le plafond mondial d'émissions de CO2 assure, par construction, que les émissions de CO2 resteront en conformité avec notre objectif climatique. Ensuite, les redistributions opérées par les deux mesures vont doubler les revenus des pays les plus pauvres, comme la République démocratique du Congo. Je ne vois pas ça comme de l'assistanat parce que d'une part, donc dans le plan mondial pour le climat, on verse un revenu de base, donc les individus feront ce qu'ils veulent de l'argent reçu. Dans l'impôt mondial sur la fortune, on verse ça au gouvernement pour qu'il développe les services publics et les infrastructures qui sont déficientes dans ces pays. Et pour moi, c'est juste un pas dans la bonne direction de la justice sociale au niveau mondial et de la juste répartition des richesses au niveau mondial. Avec cet argent, ces pays pourront se développer d'une façon qui est soutenable pour le climat. Voilà. Mais comme on a parlé ici à plusieurs reprises d'urgence climatique, quel est le temps, l'inertie qu'il faudrait, quel est le temps au bout duquel on pourrait espérer mettre en place une telle politique mondiale? Ça se négocie où? Parce que c'est l'ONU qui s'en charge. Est-ce qu'il faut inventer des espèces de COP, non plus sur le climat, mais sur l'économie? Alors, nous, on dit timeline en français, qu'on a en tête, c'est 2030 pour l'entrée en vigueur du plan, mais je ne cache pas que c'est très ambitieux, ça prendrait sûrement beaucoup plus de temps. Pour une montée en puissance en 2035. Entre 2030 et 2035, il y aurait une montée en puissance progressive du système, avec donc 6 ans pour négocier ça et pour mettre en place l'administration nécessaire. Où est-ce que ça se négocie? Alors, on propose une dernière mesure à Global Redistribution Advocates, c'est une assemblée démocratique mondiale sur le climat, où on aurait des listes mondiales avec un humain, une voix, qui élisent à la proportionnelle donc, des députés pour une durée de 5 ans. Et ces députés sur le climat auraient pour rôle de proposer un traité climatique mondial. Donc moi, si j'étais élu, je proposerais le plan mondial pour le climat. Et on envisage cette assemblée comme une expérience unique, c'est-à-dire qu'elle aurait un mandat de 5 ans, et à la fin des 5 ans, on ferait un bilan, c'est-à-dire les députés eux-mêmes, elles-mêmes, proposeraient une succession, donc en prenant en compte les problèmes et les choses qui ont bien marché ou moins bien marché dans l'Assemblée pour le climat, proposeront une gouvernance mondiale pour le climat. Si cette assemblée ne voit pas le jour, ça pourrait être un noyau de pays volontaires qui proposent ça. S'il y a l'Union européenne et la Chine qui proposent ça, on pourra sûrement embarquer l'Inde, la plupart des pays africains, la plupart des pays d'Amérique latine. Et ensuite, les États-Unis seront acculés. Est-ce que vous êtes égoïste ou est-ce que vous participez avec le monde entier? Et même s'ils ne participent pas, il pourrait y avoir certains États américains qui souhaitent rentrer et le plan peut entrer en vigueur. Donc à mon avis, il faut d'abord parler à l'Union européenne et à la Chine qui me paraissent être les deux puissances les plus crédibles. Je trouve ça très séduisant. Mais encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas des barrières culturelles, à commencer par des barrières linguistiques, qui fait qu'on aura du mal à voter pour une liste mondiale? Voter pour quelqu'un qui serait très loin de soi, culturellement, géographiquement, qu'on ne connaît pas, et pour qui on voterait sans vraiment être informé sur ce qu'il propose. D'abord... Autrement dit, la question que je pose, c'est quelle serait la légitimité et l'autorité perçue d'une telle institution? Je pose la question parce qu'on observe un peu partout dans le monde quand même des tentatives ou des tentations de repli identitaire de plus en plus fortes, soit portées par des considérations politiques, soit portées par des conditions géographiques, soit portées par des conditions économiques, le protectionnisme, ou ce qu'on appelle de façon positive la souveraineté, soit, c'est un point qui pour quelqu'un de ma génération est très surprenant, des considérations religieuses. Alors c'est aussi pour lutter contre ça qu'on propose cette assemblée, parce que actuellement, lors des négociations climatiques, chaque pays défend ce qu'il perçoit comme son intérêt national, alors que là, les populations pourront défendre leurs valeurs. Et dans ce qu'on propose, la composition des listes est totalement libre.
Donc on pourrait avoir une liste qui est composée uniquement de gens de la même nationalité. Par exemple, une liste 100% chinoise. Moi, j'aimerais voter pour une liste composée de gens du monde entier, mais surtout pour une liste qui propose quelque chose avec laquelle je suis en accord sur le climat. On votera pour des listes, pas pour des gens. On votera pour des listes, oui. Et il y aura des débats dans plusieurs langues. Et donc, à mon avis, les listes qui auront des candidats de tous les pays, de toutes les langues dans leur liste, auront un avantage parce que justement, elles pourront communiquer dans différentes langues. Non, c'est une idée qu'aurait beaucoup plu Einstein, qui était partisan d'un gouvernement mondial pour ces grandes questions-là. Une autre chose qui me fait vous poser la question, c'est moi je suis inquiet de l'évolution, même dans nos démocraties occidentales, du statut qu'on accorde à la vérité. Autrement dit, une telle élection, qui sur le papier me semble très séduisante, et je serais presque prêt à militer pour, elle suppose une qualité de l'information qui ne me semble pas garantie aujourd'hui par tout ce dont on discute, à savoir les réseaux sociaux, le numérique, les chatbots qui balancent des fausses informations. Et l'exemple de la Russie, par exemple, m'inquiète, puisque en Russie, on peut maintenir une mauvaise qualité de l'information de façon très durable, sans que les contre-pouvoirs se manifestent. Oui, alors je répondrai 3 choses à cela. La première, c'est que cette assemblée, on le conçoit comme une expérience qui peut rater, par exemple pour la raison que vous venez de dire, mais à mon avis, une expérience qui serait intéressante de mener. La deuxième, c'est qu'elle aurait un rôle uniquement consultatif. Elle serait là pour proposer un traité climatique, mais ensuite charge aux États d'adopter ou non ce traité. Elle représenterait aussi les citoyens du monde lors des COP, mais le pouvoir de signer des traités, il reste dévolu aux États. Donc le rôle de nuisance de cette assemblée, si jamais elle se faisait détourner, il serait limité. Le troisième point, c'est qu'on aurait des règles très strictes de financement des campagnes. Donc les listes qui concourent auraient un budget de 50 millions d'euros pour mener leur campagne, qui serait pris en charge par une autorité en gros, qui est financée par l'ensemble des États, et chaque liste aurait le même budget. Les dons ne seraient pas permis, et seraient comptabilisés dans les 50 millions des sommes dépensées par des acteurs privés pour faire de la pub en faveur de la liste. Est-ce que ce plan va être discuté dans le cadre de ce colloque? Parce qu'à un moment, parce que c'est une initiative qui est portée par qui? Là, je parle que de la France. Alors, en fait, j'ai lancé une association qui porte cette initiative, qui s'appelle Global Redistribution Advocates. Fort du constat obtenu dans les enquêtes que j'ai menées dans le cadre de ma recherche, qu'il y a une majorité dans tous les pays, donc dans les 20 pays où j'ai enquêté, en faveur donc, de cette Assemblée démocratique mondiale, du plan mondial pour le climat et de l'impôt mondial sur la fortune. Moi, je pense qu'il faut reprendre la définition de Kant. Dans son livre « Qu'est-ce que les Lumières ?» il dit ça, il dit l'idée de progrès est une idée doublement consonante et sacrifice. Et ce que lui entendait par sacrifice, c'était travailler, ça demande du travail. Alors que le mot sacrifice aujourd'hui serait plutôt, non pas travailler, mais plutôt renoncer. Renoncer à certaines activités, à certains usages, à certains types de consommation. Et donc, ce serait plutôt le mot sacrifice dans le sens ordinaire du terme, qui n'est pas lié au travail. Plutôt, je renonce à... Et il faut que ce renoncement ne soit pas perçu comme une sanction, comme une réduction de l'intensité de la vie ou de l'épanouissement. C'est ça, à mon avis, l'enjeu. C'est là qu'on rejoint un enjeu presque culturel. Vous parliez tout à l'heure d'enjeux spirituels, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à culturel. Oui, quand je disais spirituel, en fait, je pensais à notre rapport aux autres. Oui, mais il faut complètement déplacer, ça c'est à mon avis une révolution qui va être très lente, notre idée du bonheur, notre idée de l'accomplissement. C'est ça, ça ne doit plus passer par la consommation. Qu'est-ce qu'on appelle une vie réussie? Ça, à mon avis, c'est des choses qu'il va falloir travailler. Et vous ne pouvez pas empêcher ceux qui sont dans la modération, dans la précarité, de considérer que leur vie est moins réussie que celles qui, en apparence, ont une consommation plus importante. Comment empêcher ce mécanisme-là de se produire? À mon avis, c'est pas de la tare. À mon avis, ça passe par une redistribution des richesses. Quand même, il y a beaucoup de manifestations sociales qui sont basées sur la frustration, sur le sentiment de ne pas avoir une vie digne alors que d'autres peuvent l'avoir. Si on était tous dans le même bateau avec des vies à peu près égalitaires dans leur niveau de consommation, par exemple, je pense que le sentiment de frustration serait beaucoup moins important. Enfin, ça s'appelle
le paradoxe de Livingstone, non. Je ne connais pas ça. C'est un nom en économie, c'est que si tout le monde dans une entreprise est augmenté de la même façon, ça ne produit pas vraiment de satisfaction. Bisterline? Ah oui, Disterlin. Ouais. Voilà. Vous n'êtes satisfait d'être avancé que si votre voisin, votre collègue de bureau ne l'est pas. Exactement. Et pour moi, c'est Et ça, c'est très désespérant. Pour moi, c'est le meilleur argument contre la recherche de la croissance de la consommation pour des pays ou des gens qui ont déjà atteint le stade de consommation nécessaire au bien-être. C'est que, en fait, ce qui nous rend heureux, souvent, c'est de gagner plus qu'avant ou de gagner plus que son voisin. Mais tout le monde ne veut pas gagner plus que son voisin. Moi, c'est l'idée de bonheur qui me gêne, si vous voulez. Ouais. Je pense que c'est... C'est encore plus fondamental. Je vais caricaturer mon propos, parce qu'évidemment, je ne pense pas tout ce que je vais dire, mais c'est l'invention de l'idée de bonheur qui rend malheureux. C'est-à-dire que quand on a une idée trop précise de ce qu'est le bonheur, on mesure aussitôt l'écart qui nous en sépare. Et on voit ce qui nous manque pour être heureux. C'est la phrase de Woody Allen qui disait « Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux ?» Mais il me manque, j'ai pas la maison qui va bien, j'ai pas la femme qui va bien, etc. Et donc l'idée de bonheur rend malheureux beaucoup de gens. Voilà. Et donc, voilà, moi je suis plutôt un disciple de Clément Rosset qui disait que la force majeure, c'est pas le bonheur, c'est la joie. Et la joie, elle est compatible avec le sentiment du tragique. Et il dit même que tout être joyeux est un être déraisonnant. C'est-à-dire qu'on est joyeux malgré tout. On n'est pas joyeux parce qu'on a des raisons d'être joyeux. On est joyeux parce qu'on éprouve l'intensité du fait d'être vivant. On est conscient qu'être vivant, c'est pas n'importe quoi. Et c'est ça qui nous rend joyeux, alors même qu'on a conscience du tragique. Je ne dis pas que c'est une panacée, mais le format de l'idée de bonheur qu'on a forgé en Occident n'est pas soutenable. Il n'est pas généralisable à l'ensemble de l'humanité. Et il n'est pas soutenable dans la durée. Donc il va falloir le changer sans que ça crée des frustrations. C'est une volonté de détruire plutôt qu'une volonté d'imiter. La jalousie, c'est pas la même chose que l'envie. Et je pense que ça, c'est des défis pour nous qui vont être intéressants à suivre. Eh bien, gageons qu'on saura être joyeux malgré tout. Merci beaucoup. Merci à vous.